L'origine de l'Organisation de coopération de Shanghai remonte à la doctrine Primakov, du nom de l'ancien ministre russe des Affaires étrangères, élaborée au milieu des années 90. Selon cette doctrine, Moscou devait effectuer une transition graduelle vers une diplomatie triangulaire qui consistait à manœuvrer entre Pékin et Washington. Plus précisément, cela signifiait que la Russie visait dorénavant le passage vers un monde multipolaire, diversifiait ses partenariats et cherchait à renforcer le rôle des centres de pouvoir émergents tout en conservant ses liens traditionnels avec les États occidentaux. C'est lui qui est à l'origine du principe de notre politique étrangère, le principe de multivectorialité, c'est-à-dire le désir de développer des relations équitables et mutuellement avantageuses avec tous les pays qui le souhaitent, sans exception, ainsi que le refus de négliger les volets de notre politique étrangère orientés vers les pays de l'Est et du Sud. Primakov qualifiait l'expansion de l'OTAN vers l'Est de principale menace stratégique pour la Russie. Déjà, en qualité de chef du gouvernement, il effectue des visites à New Delhi et à Pékin qui aboutissent à la création du format tripartite Russie, Inde, Chine, qui existe encore aujourd'hui au niveau des ministres des Affaires étrangères. C'est donc Primakov qui fut le premier à former ce nouveau vecteur de la politique étrangère, l'Asie. Ainsi, dès avril 1996, un partenariat stratégique est établi avec la Chine sous Boris Yeltsin, l'ancien président russe. Ce partenariat stratégique s'étend à l'échelle régionale avec la création du groupe de Shanghai, un forum réunissant, outre Moscou et Pékin, 3 républiques d'Asie centrale, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan et le Tadjikistan. Primakov a été le premier à proposer l'idée de renforcer la coopération dans le format tripartite Russie-Inde-Chine qui a déclenché le processus de l'établissement de structures géopolitiques préconisant la multipolarité, la création d'un monde polycentrique où toutes les positions et tous les droits seraient redistribués en fonction du poids réel de l'économie, des finances et de l'influence politique. Le groupe Russie-Inde-Chine a joué un rôle de pionnier à cet égard. Le 26 avril 1996, les dirigeants des 5 États se sont réunis pour la première fois à Shanghai afin de discuter du règlement des litiges frontaliers entre la Chine et les anciennes républiques soviétiques. Le premier document conjoint a été signé, il s'agit du traité sur le renforcement de la confiance dans le domaine militaire dans les zones frontalières. Les forces armées des parties déployées dans la zone frontalière en tant que composantes des forces armées de leurs États respectifs ne seront pas utilisées pour attaquer une autre partie, ni pour mener toute activité militaire menaçant une autre partie ou portant atteinte à la paix et à la stabilité dans la zone frontalière. C'est lors de cette réunion que les chefs d'État ont décidé d'organiser un sommet annuel des 5 pays. Dès lors, l'ensemble a été baptisé Groupe de Shanghai. Au cours des 4 sommets qui ont suivi la réunion de Shanghai, de nombreuses initiatives cruciales ont été adoptées sur le renforcement de la coopération en matière de sécurité, de commerce et de développement économique. Parmi les décisions importantes, on peut mentionner l'idée de restaurer la route de la soie, une artère commerciale non négligeable qui fait la base de l'initiative chinoise La ceinture et la route, qui se voit développer aujourd'hui de façon dynamique. Le point culminant en a été le sommet de Dushanbe. Sa déclaration finale a souligné la nécessité de transformer les 5 pays de Shanghai en une structure régionale de coopération multilatérale dans divers domaines. Le groupe de Shanghai franchit alors une étape importante, passant à un format institutionnalisé et à l'établissement d'une organisation. Les parties expriment leur profonde satisfaction face au développement des relations entre les 5 États membres du groupe de Shanghai et estiment que des résultats substantiels ont été obtenus dans le renforcement de la confiance mutuelle et de la coopération. Les parties s'efforceront de transformer le groupe de Shanghai en une structure régionale de coopération multilatérale dans divers domaines. Le 15 juin 2001 marque un tournant historique pour les 5 pays. Ce jour-là, la rencontre à Shanghai a réuni les chefs des États qui ont signé la déclaration sur l'établissement de l'Organisation de coopération de Shanghai. Le mécanisme d'interaction a finalement été institutionnalisé. En outre, un nouveau membre a adhéré à l'organisation. Il s'agit de l'Ouzbékistan. Cette adhésion a signifié que la coopération avait dorénavant officiellement dépassé la simple régulation des litiges frontaliers de l'ex-Union soviétique et de la Chine, puisque l'Ouzbékistan n'a pas de frontière directe avec cette dernière. Tout d'abord, il s'agit évidemment d'un mécanisme de consultation au plus haut niveau de même qu'au niveau des spécialistes et des experts. Il a déjà été mis au point et continuera d'être utilisé, mais en tenant compte du fait que l'organisation devient multidimensionnelle et travaille non seulement à la sécurité régionale, mais aussi à la coopération au sens le plus large du terme. Certes, d'autres mécanismes apparaissent. Il s'agit avant tout du travail conjoint des différents départements et ministères de tous les pays participants. La deuxième réunion des chefs d'État de l'OCS a eu lieu le 7 juin 2002 au Palais de Marbre à Saint-Pétersbourg. Ce sommet a été déterminant pour la mise en place des mécanismes de l'organisation. La charte de l'Organisation de coopération de Shanghai, adoptée lors de la réunion, est devenue un document complet qui définit les activités de l'organisation.
Les États membres de l'OCS adhèrent aux principes suivants: le respect mutuel de la souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale des États et de l'inviolabilité des frontières nationales, la non-agression, la non-ingérence dans les affaires intérieures, le non-recours à la force ou à la menace de la force dans les relations internationales, la renonciation à la suprématie militaire unilatérale dans les régions limitrophes, l'égalité de tous les États membres, la recherche d'un terrain d'entente sur la base de la compréhension mutuelle et du respect des opinions de chacun, la non-confrontation de l'OCS à d'autres États et organisations internationales. Depuis lors, la composition de l'organisation a pris de l'ampleur. Si au début l'organisation était plutôt destinée à sécuriser les frontières partagées, son élargissement n'était d'abord pas prévu, raison pour laquelle les pays intéressés bénéficiaient seulement du statut de pays observateurs ou de partenaires de dialogue de l'OCS. C'est en 2012, lors du sommet de Pékin, que Vladimir Poutine a proposé pour la première fois de développer un mécanisme permettant d'admettre de nouveaux États au sein de l'OCS en tant que membres à part entière. En 2017, l'Inde et le Pakistan ont été officiellement admis dans l'organisation. En 2023, c'était le cas de l'Iran. Et finalement, en 2024, la Biélorussie a également rejoint l'OCS. La Biélorussie fait partie de l'Europe de l'Est. Autrement dit, l'Organisation de coopération de Shanghai fait son entrée officiellement et au sens propre du terme sur le continent européen. Les objectifs de l'OCS comprennent le renforcement de la coopération multilatérale afin de maintenir et renforcer la paix, la sécurité et la stabilité dans la région, la promotion d'une coopération efficace dans divers domaines dont la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, le développement des échanges économiques, le partenariat énergétique, la coopération scientifique et culturelle. De plus, sur le site de l'OCS, il est clairement indiqué que l'organisation n'a pas les attributs d'une alliance de défense. Depuis sa création il y a 24 ans, l'Organisation de coopération de Shanghai reste fidèle à l'esprit de Shanghai, se développe et se renforce constamment, faisant preuve d'une grande résilience. La confiance politique entre les pays membres s'approfondit et leur coopération dans divers domaines donne des résultats fructueux. L'organisation a réussi à ouvrir la voie à une coopération régionale, conforme aux tendances de notre époque et aux besoins de toutes les parties, devenant ainsi le modèle d'un nouveau type de relations internationales. L'Organisation de coopération de Shanghai assure la transition d'un ordre mondial unipolaire à un ordre polycentrique. Face aux tentatives de l'Occident de conserver le fameux monde basé sur des règles, par le biais de sanctions, de la diplomatie conditionnelle et de l'exclusion des pays indésirables, l'OCS propose un autre modèle, celui d'un monde multipolaire, fondé sur la souveraineté des États, la non-ingérence et la coopération régionale. Les membres de l'organisation prônent un dialogue équitable et un ordre mondial plus inclusif. Si l'Occident se montre de plus en plus sélectif dans ses principes, l'OCS s'affirme non seulement comme un pivot stratégique pour la Russie, mais aussi comme un moteur de stabilité pour l'Eurasie et au-delà.